Alors, je ne peux pas commencer la conférence sans vous dire que je trouve ça particulier de parler de voyage depuis quelques jours. Personnellement, j'ai beaucoup de misère à être up la vie à cause de ce qui se passe. Et quand j'ai commencé à préparer la conférence ce matin, à ramasser tous des extraits de conférences, ben j'ai quand même, je me suis dit que la seule chose sur laquelle j'avais du pouvoir, c'était de parler de la beauté du monde. Ça a l'air cliché, mais la seule chose sur laquelle je réussis à me rapprocher par les temps qui courent, et puis de penser que peut-être, bon, les réservations vont bon train, on va vous en parler tout à l'heure, mais de penser qu'on peut peut-être voyager, partager cette beauté-là et puis rendre visite à des gens qui sont à qui on tient, ben, c'est probablement la meilleure façon de résister à cette ambiance morose-là par les temps qui courent. Petite image qui exprime ça et puis qui est mon fond d'écran, mais qui est tout le temps, qui me ramène toujours à pourquoi je fais ce travail-là. Bien, pour nos 20 ans, on a amené 120 personnes en voyage dans une grande méhari, puis on a aussi fermé le bureau pendant 2 semaines et tous les gens du bureau étaient là et on a invité des gens d'un peu partout dans le monde. Donc, vous avez ici des Sherpas, des Népalais. Hein, donc, Sherpa, c'est une ethnie comme les Inuits. Vous avez Vico du Pérou, Babou, Ivan, Tendi, Ramzo, Andonis, donc des gens d'un peu partout avec qui on travaille depuis une vingtaine d'années. Donc, c'était pour moi comme une des façons de dire, OK, bon, on continue de parler des belles choses. Alors, maintenant, pour vous réveiller un peu dans toute cette histoire-là, approchez-vous de votre clavier si vous pouvez. J'ai une question à vous poser. S'il y en a qui ont assisté à la conférence la semaine dernière, il y a des choses qui se recoupent un petit peu, fait que vous allez peut-être avoir l'air très, très cultivé. Mais je vous pose la question, selon vous, d'origine naturelle ou humaine, quelle est la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité? Là, je vous dis pas. Et là, la réponse, c'est les dinosaures. Non, l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire depuis 50 000 ans. Fait que je vous pose la question, mais je vous laisse un petit 30 secondes. Je devrais voir les réponses popper en bas. Alors, selon vous, quelle est la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité? Puis je vous pose cette question-là, puis je vous préviens un petit peu avant. La conférence de ce soir devrait vous renseigner sur nos voyages, mais j'espère qu'elle va aussi contribuer à vos connaissances générales sur un peu une histoire du monde. Parce que malheureusement ou heureusement, j'aime ça parler de plein de choses. Juste vendre des voyages, ça ne m'intéresse pas tant. Ça m'intéresse de les guider, ça m'intéresse de faire des repérages, ça m'intéresse d'en parler. D'où l'idée de vous poser cette question-là pour vous réveiller un petit peu. Donc, qu'est-ce que j'ai comme histoire? Deuxième guerre mondiale, ouais, bombe nucléaire, ça pourrait être bien. Guerre, maladie, réchauffement, ouais. Changement climatique, ouais, on pourrait dire ça. En tout cas, ça ne va pas très bien là. Je vais peut-être vous surprendre avec ma réponse. Changement climatique, même si ce n'est pas ton opinion. Oui, oui, je suis assez, je suis assez de cette opinion-là que les changements climatiques, ce n'est pas une bonne idée. On va remonter à environ 2500 ans pour la réponse. Et puis, ma réponse, c'est une image de l'époque, c'est le feu de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, pourquoi je considère que c'est la plus grande tragédie? Imaginez une époque où le roi d'Égypte, Alexandrie, c'est en Égypte, mais est un descendant, c'est un général d'Alexandre le Grand qui venait de mourir, et où son ambition, c'était d'avoir toutes les connaissances, de réunir toutes les connaissances de l'humanité. Donc, il payait très, très cher. Et il engageait des voyageurs, des aventuriers. Il leur donnait beaucoup d'argent, puis il disait, allez me ramasser tous les livres que vous pouvez. C'est comme au lieu d'une guerre, d'amener des armes un peu partout, il allait chercher des livres.
Bon, après ça, il disait, donnez-moi l'original, on va copier, puis on va vous donner l'original. Vous devinez que ce n'est pas ça qui est arrivé tout le temps. Et puis, genre 60 ans avant Jésus-Christ, ben, il y a un général romain très con qui a décidé de mettre le feu à la bibliothèque et on a perdu environ 90 des connaissances de l'humanité. Et ça veut dire les écrits d'Aristote, les grands philosophes grecs, les historiens romains, mais aussi des choses qui venaient de la Chine, qui venaient de d'autres endroits. On a tout perdu ça. C'était une grande catastrophe. Je vous dis ça parce que à l'origine de Caravanier, il y a, là, j'essaie de, voilà. À l'origine de Caravanier, il y a moi et d'autres personnes dont je vous parlerai. Donc, Richard, je suis le fondateur de Caravanier en 1998, mais quand j'étais jeune, ce qui m'a lancé dans l'aventure, c'était Tintin. Et les deux livres les plus importants pour moi, c'était Tintin au Tibet et Tintin, le Temple du Soleil. Allez savoir pourquoi. Parmi les deux premiers voyages de Caravanier, il y avait évidemment le Népal et le Pérou. Les petites anecdotes ici, vous savez peut-être que Tintin, dans le Temple du Soleil, il va être sacrifié et il s'adresse à l'Inca en disant que s'il ne les libère pas, il va voiler le soleil. Donc, c'est une éclipse. Hergé n'était pas un voyageur, mais se renseignait très bien, savait que Christophe Colomb avait utilisé cette tactique-là pour avoir de la nourriture parce qu'il est en train de crever de faim. Donc, si vous lisez Tintin au Tibet, par exemple, vous allez avoir une très bonne description de Katmandou. Si vous lisez le Tintin et le Temple du Soleil, vous allez avoir une bonne idée de l'ambiance des voyages qu'on peut avoir au Pérou. Et quand j'étais au secondaire, ce qui me faisait le plus triper, c'était l'histoire, même si je n'ai pas étudié en histoire. Et à l'époque, on étudiait beaucoup l'histoire des Romains et des Grecs, et essentiellement, c'était la Méditerranée. Ça me faisait rêver. Avec le temps, j'ai commencé à lire des livres. J'ai lu Robinson Crusoe, et puis des livres un petit peu plus engagés, donc l'histoire de Shackleton en Antarctique. Et ceux qui aiment la voile, la longue route de Bernard Moitessier, qui a été le premier à faire le tour du monde une fois et demie sans escale. C'est des livres magnifiquement bien écrits. Et puis en secondaire 4, un film qui est probablement à l'origine de Caravanier, c'est-à-dire Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et le film commence au Népal. C'est franchement très mal fait. Parce que je l'ai revu quand même quelques fois et je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, mais c'est quand même un film super divertissant. Alors, je voulais juste vous raconter un petit peu comment Caravanier était né, de façon plus concrète, les personnes qui étaient là dans la première année. Il y avait Macalou, mon chien, qui n'est plus là, mais qui a été remplacé. Suzanne, qui, elle, est encore là, et Pascal, qui malheureusement est décédé dans un bête accident il y a une dizaine d'années. Mais avec Pascal, on a rêvé de beaucoup de voyages et puis on a fait beaucoup de repérages, Pascal et moi, ensemble et chacun de notre côté. Alors, il y a beaucoup de ces voyages-là qui ressemblent à ce qu'on a imaginé il y a une vingtaine d'années. Tout ça pour vous dire que ce que vous aurez, j'espère que ce que vous aurez appris à la fin de cette présentation, c'est, bon, pourquoi voyager caravanier? Vous allez en apprendre un peu plus sur les voyages et leur ambiance, mais vous ne saurez peut-être pas encore exactement quel voyage vous voulez, parce qu'on va vous en présenter presque une dizaine ce soir. On va passer 5 minutes sur chacun des voyages. L'idée, c'est de vous donner le goût de lire un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de renseignements sur notre site, mais surtout de nous appeler. Ça nous fait plaisir, surtout après 2 ans, de parler de voyages internationaux et d'être certain qu'on vous oriente sur les bons voyages. Alors, n'hésitez pas à nous appeler. La conférence est un peu bâtie comme ça. Je ne vous donne pas tout cuit dans le bec. Alors, pourquoi vous partiriez avec Caravanier au lieu de partir tout seul ou de faire affaire avec une agence locale? Mais j'espère que la conférence de ce soir va y répondre. Sachez qu'on essaie toujours d'être originaux, mais pas juste pour le principe d'être originaux, mais parce qu'on pense qu'il y a des façons de voyager qui sont meilleures que d'autres. Et pour faire ça, ça prend beaucoup de travail. Vous allez, en appelant au bureau, parler à une des personnes qui apparaissent à l'écran. Donc, ici, vous avez une idée de l'équipe, à la fois bureau et à la fois terrain. Puis, sachez que c'est quand même assez mélangé, ces deux personnages, ces deux types de personnages-là. Il y en a beaucoup qui sont au bureau. Donc, Caravanier, 1998, relativement petite équipe. Donc, vous allez parler certainement à un voyageur et non pas quelqu'un qui est formé dans le domaine du voyage.
L'un n'exclut pas l'autre, bien sûr. Et vous avez des chances de parler au guide aussi. C'est quand même une équipe assez grande pour qu'on ait un chiffre d'affaires intéressant qui nous permette d'être ambitieux, donc d'avoir, par exemple, une flotte de kayaks au Groenland, une autre en Crète, et nous permet de faire des repérages dans des endroits où, si on était trop petit, ben, on n'aurait probablement pas les moyens. Dans tous les voyages dont on vous parle ce soir, vous allez avoir un guide caravanier, et je précise qu'un guide caravanier n'est pas un accompagnateur. Là, mon ordinateur me dit que ma connexion est instable, alors si ma voix tremble, c'est pas moi qui est nerveux. Donc, un guide caravanier, ce n'est pas un accompagnateur de voyage, c'est vraiment un guide. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien le pays, qui a fait des repérages, qui a déjà guidé et qui va vraiment être votre chef d'excursion, parce qu'on n'appelle pas ça dans des Dolce Vita, j'appelle pas ça des expéditions. C'est pas un technicien, donc c'est pas un guide de montagne, c'est pas un guide de kayak, même si on fait des voyages de kayak, évidemment qu'il faut qu'ils aient une formation technique. C'est d'abord un voyageur. Quand je fais des entrevues pour des guides, je leur demande d'apporter leur passeport, puis c'est le CV le plus intéressant pour moi, je passe à travers le passeport, puis je pose des questions. C'est surtout un rêveur. Donc, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne va pas devenir millionnaire en étant guide. C'est un mode de vie, donc ça fait partie des personnages que vous allez croiser en voyage. En 2022, avec ce qui se passe, sortie de pandémie et spectre de guerre en Europe, je pense que voyager et agir, c'est encore plus important que jamais. Le mot éthique, des fois, peut être galvaudé. Sachez que chez nous, je l'affirme haut et fort, on fait des choses concrètes. Depuis 2008, donc ça fait presque 15 ans maintenant qu'on pense 100% du carbone. Donc, c'est des montants non négligeables qui sont ajoutés à votre facture. On parle de entre 50 et 125 $ dépendant d'où on va. À ça, on ajoute 1% pour la planète. Et autrement dit, à la fin de l'année, on redonne environ 2,5% du chiffre d'affaires et ce n'est pas lié au profit. Ça nous permet de faire, et on a fait des choses comme construire une école en pays Sherpa, on a aidé après le tremblement de terre, on a distribué des fours dans des petites communautés au Kenya, en Tanzanie, pour éviter de brûler du bois pour rien. Alors, on est très impliqué à ce niveau-là. Et je vous demande, permettez, que si vous ne voyagez pas avec nous, vous avez le droit, ben faites-le comme il faut et tenez compte de ces facteurs-là, c'est primordial. Dans l'équipe locale, ce soir, il y a moins d'équipes locales ou de grandes équipes locales que quand on parle de voyage du Pérou et au Népal, mais aussi beaucoup. Sans nos équipes locales, Caravani n'existe pas. Donc, après la conférence, dans les prochains jours, vous allez recevoir un lien pour revoir la conférence et des liens sur les voyages. Et si vous voulez participer à une levée de fonds, ça va être, c'est très utile parce que la plupart des pays où on va, ben, depuis 2 ans, n'ont plus de travail et ils n'ont pas de compensation par le gouvernement comme nous, on a ici. Alors, le prix, Caravanier n'est pas connu pour avoir les prix les moins élevés, pas les plus élevés non plus, mais les prix justes qui nous permettent de bien payer les gens qui travaillent avec nous au bureau, mais aussi nos équipes locales. Alors, voilà un peu notre politique. Alors, on va parler de voyage avec tout ça après cette intro-là. Ça, c'est une photo de ma main pendant un voyage au Mustang, au Népal. Et puis, c'était une espèce de livre hein, qui est un trésor de l'humanité. Alors, j'aime bien les livres, mais c'est probablement le livre le plus précieux sur lequel j'ai pu poser ma main. Qu'est-ce qu'un voyage Dolce Vita? Alors, un petit peu d'humour. Est-ce qu'un voyage Dolce Vita, c'est ça? Si vous voyez en vignette ici, vous me voyez parler, vous ne voyez peut-être pas l'image, j'ai l'air un peu con ici avec le jambon. Mais un voyage Dolce Vita, c'est pas, on ne mange pas tout le temps, on n'est pas toujours assis, on n'est pas toujours en train de sentir le parfum des roses, des lauriers, quoique des lauriers, ça ne sent pas très bon. Là, je viens d'épuiser mes connaissances florales, c'est fait. Donc, est-ce que c'est juste ça? Évidemment que non. C'est très important pour moi de vous dire que, puis Dolce Vita ne veut pas nécessairement dire que ce sont que des voyages de niveau 1.
je regardais la liste des gens inscrits et puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voyagé avec nous. Et c'est important de bien comprendre que tous les voyages chez Caravanier, de niveau 1 à niveau 5, sont des voyages de marche, de randonnée, ou de kayak ou d'alpinisme. Ce soir, c'est de la randonnée. Et donc, si vous ne savez pas si vous aimez marcher, bien, il faudrait vous tester avant parce que même dans les niveaux 1, vous allez faire plusieurs heures de marche. Et des fois, ben, des Dolce Vita peuvent être très confortables, mais ça peut quand même être un niveau 2, voire certaines journées des niveaux 3. Mais le soir, ben, vous allez être confortable. Qu'est-ce que c'est un voyage Dolce Vita? Ben, et puis, pas juste Dolce Vita, mais pour moi, c'est important et pour tous les guides qu'il y ait de la grande histoire et qu'il y ait aussi un paquet d'histoires. La grande histoire, ici, vous avez Ania avec ses sommets enneigés, donc on est en Crète. Vous avez Essaouira au Maroc. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'histoires à raconter, mais il y a aussi plein d'histoires à raconter avec les gens de la place. On y va depuis longtemps. À la mesure du possible, il y a très peu de transport et il y a des voyages où il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à marcher, on n'embarque plus dans les transports. Et c'est aussi un état d'esprit de partir et puis de marcher, de rejoindre les villages, de marcher de village en village. On est toujours beaucoup plus sympathique pour les gens qu'on croise quand on est à pied que quand on est en véhicule. Ceci dit, des fois, il y a des transports qui peuvent ressembler à ça. J'appelle pas ça des transports, j'appelle ça une expérience, un petit tour de boîte de pick-up. Alors, avec la quantité de gens qui ont dedans, en plus, fait qu'on est capable d'être 12 là-dedans. Un peu tassé, mais ça fait partie du plaisir. Il y a évidemment des endroits magiques qu'on essaie de garder un petit peu secret parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de monde. Et il y a aussi cet effort particulier qu'on met pour que dans les voyages, on vive un petit peu chez les gens, qu'il y ait une ambiance familiale. Donc, moi, je vous en parlerai tantôt. Julie vous en parlera sur des voyages en Espagne et dans son coin de pays. Donc, c'est important qu'il y ait ça. Et oui, on va bien manger, bien boire, parce que le lendemain, on va marcher pour pouvoir encore manger, marcher et boire. Ça fait partie de la chose, ça fait partie de la game. Il faut être ouvert à la nourriture, bien sûr. J'espère que ça fait partie du plaisir. Si vous ne voulez pas manger de poisson, ben peut-être que le Japon, ce n'est pas une bonne idée. Si vous voulez pas, si vous n'aimez pas l'huile d'olive, peut-être que la Crète, ce n'est pas une bonne idée. Alors, bien sûr que des fois, on peut accommoder des régimes quand c'est vraiment une particularité, mais après, il faut que vous soyez ouvert. Ce n'est pas une question de j'aime pas ci, j'aime pas ça. Il faut vraiment que ce soit des particularités alimentaires. Et comme vous savez, nos voyages de Dolce Vita, c'est surtout beaucoup de camping en hiver et tout. Alors, ce qu'il y a de terrible quand on fait un webinaire comme ça, des conférences, j'en ai fait des centaines, c'est que je raconte des conneries à l'écran et je ne sais pas si les gens trouvent ça drôle. Bon, ben là, vous avez deviné que non, Dolce Vita, il n'y a pas de camping. Des fois, il y en a, peut-être, mais si vous considérez que ça, c'est la difficulté du camping, ben peut-être que vous êtes mieux d'aller écouter District Entrée 1 à cette heure-ci parce que ça, c'est du grand luxe. Alors, nos hébergements, vous allez en voir quelques-uns. Ils sont toujours charmants, mais ils ne sont jamais luxueux. Je trouve qu'une porte comme ça, c'est plus beau que n'importe quel hôtel de luxe. Alors, on cherche le charme, mais jamais le luxe. On va vous parler de plusieurs endroits ce soir, pas que la Méditerranée, mais avec la carte c'était plus pratique. On va même faire une petite excursion en Amérique du Sud, un petit peu même du côté de l'Asie, mais principalement, c'est autour de cet endroit-là. Je commence par vous parler d'un nouveau voyage qui est au Maroc. Et le Maroc est un des pays, puis j'ai demandé à mes partenaires là, de mettre une image qui évoque quelque chose. Pour moi, le Maroc, c'est le pays des contrastes. C'est le pays de... Vous savez ce que c'est, hein? Vous avez deviné cette fleur-là, ça donne une épice. Et donc, là-bas, c'est le safran. Alors, là-bas, tu sais, c'est le safran des sables. Et ici, ben, le gros oiseau blanc que nous autres, on appelle ça, c'est le safran des neiges.
Alors, c'est une autre connerie que je viens de raconter, là, mais bon. Tout ça pour vous dire que pour moi, le Maroc, c'est un pays extrêmement tout en nuances, autant la montagne que la nourriture. Évidemment, vous connaissez cette hospitalité-là, qui est le thé à la menthe. On mange merveilleusement bien au Maroc. Alors ici, c'est juste une image des dîners. On est dans une méharée dans le désert et voici les dîners qu'on nous prépare. Dans le voyage, dans les 2 voyages au Maroc dont je vous parle ce soir, il n'y a pas de camping. Donc, on va être dans des endroits très charmants, des auberges, des riads. Alors, ce premier voyage-là, Dolce Vita, qui est vraiment très confortable. J'en ai fait le repérage en 2018, si je me souviens bien. On l'a travaillé en 2010. Non, j'ai fait le voyage en 2019. On l'a annoncé en 2020 et paf, on n'a pas pu le faire encore. Alors, on va aller dans différentes vallées du Moyen et du Haut Atlas. L'idée dans ce voyage-là, c'est de vous montrer différents contrastes. Autant vous avez vu les sommets enneigés que ces espèces de montagnes remplies de minerais, d'où les couleurs, avec des soleils. On est dans le désertique, hein, donc les ciels sont immaculés. C'est un endroit de gorge également, donc la gorge d'Oumgoun. Et c'est pour moi, le Maroc, c'est à peu près l'endroit où il y a les plus beaux villages. Les villages sont toujours très bien intégrés, puis la seule raison, et la principale raison, c'est qu'ils ne vont pas chercher les matériaux très loin, ils prennent les matériaux exactement à l'endroit où ils construisent leur maison, ce qui fait que c'est parfaitement agencé au paysage. Donc, on se puis encore une fois, comme je vous dis, ce soir, en 5 minutes, je n'ai pas le temps de vous parler du détail de l'itinéraire et ce n'est pas grave, je veux que vous compreniez bien les ambiances. Mais par exemple, ici, on est dans le village d'Anergui, donc le village natal de Lassène avec qui on travaille là-bas. Lassène est né sur les hauts pâturages, c'était un berger jusqu'à l'âge de 12 ans, un berger nomade. À cet âge-là, ben, son père a décidé qu'il devait aller à l'école, donc il est descendu dans les vallées. Il s'est établi dans le village d'Anergui, exactement dans cette maison-là, mais qui n'avait pas du tout cette apparence-là et qui, depuis quelques années, a transformé en gîte. Donc, alors, on va aller passer 3 ou 4 jours dans ce gîte-là, qui est franchement très charmant. On l'a pour nous tout seul, dans un village très reculé. Quand je dis reculé, on est au bout de la route. La route ne débouche pas après le village et on est au cœur des montagnes. Donc, la photo pourrait presque être prise du gîte ici. On voit au loin la route qui serpente et qui amène au village, qui est la fin de la route. Donc, après quelques jours de marche autour, on va monter sur les hauts plateaux et là, pour aller rejoindre l'endroit où il y avait ses bêtes avant, donc la scène et son père qui est encore vivant, hein, qui est au gîte. Donc, là, c'est mon chien, je pense qu'il va se mettre à japper. Donc, on va vraiment aller dans une espèce de campement nomade, très luxueux, franchement. Sur les hauts plateaux qui vont nous permettre justement de passer quelques jours dans cette ambiance-là avec les gens de la place. Vous voyez l'arbre incroyable. Donc, le campement est monté au pied de cet arbre-là. Le voyage se termine, en fait, tous nos voyages au Maroc passent par Marrakech, qui est certainement une des villes les plus fascinantes du monde. Avec sa place Jemaa El Fna, la photo est floue, désolé. La place Jemaa El Fna, qui est une espèce de Disney World pour adultes, c'est le plus grand barbecue au monde le soir. Je détache mon chien. Bon, voilà, quand je vous disais qu'il n'aimait pas que je parle à un écran, voilà. Donc, la place Jemaa El Fna, qui est le plus grand, il y a des grillades le soir là, par centaines, des petits stands, puis on se promène là, c'est vraiment très, très animé. Et puis, à l'arrière, ben, il y a le célèbre souk de Marrakech. C'est un grand plaisir de se perdre et ne surtout pas utiliser un téléphone pour ne pas se perdre. L'idée, c'est d'aller là, et là, vous faites vos emplettes, vous négociez, c'est un plaisir en soi. C'est un niveau 2. On a un seul départ du 5 au 21 août. Alors, cette année, c'est vraiment un nouveau Dolce Vita. Puis après le succès de nos voyages en Europe, on s'est dit là, il faut qu'on étire ça parce que du charme, il y en a autant, sinon plus, dans d'autres endroits. Le Maroc est le premier de ce style-là. J'ai vraiment très hâte que ça fonctionne. Donc,
Je vous parle rapidement d'un autre voyage on peut classer Dolce Vita parce qu'il n'y a pas de camping. Il est plus court, la piste aux 1000 Casbah. Donc, on va aller là dans les mois d'hiver. C'est-à-dire, quand il fait froid, c'est le bon temps. Quand il fait froid ici, c'est le bon temps d'aller là-bas parce que les températures sont clémentes. Il fait ni trop chaud, ni trop froid. Donc, les 1000 Casbah, on va vraiment marcher d'un village à l'autre. Et puis, cette espèce de château-là. Et alors, donc, c'est un voyage où il y a beaucoup plus je vous dirais, de fréquentation de gens que dans le voyage en pays berbère où on est plus dans la nature, dans les montagnes. C'est rare qu'il ne fait pas beau au Maroc, hein. Ça arrive, mais quand même, c'est rare. Donc, voilà pour ce voyage-là qui se termine par 3 jours sur le bord de la mer à Essaouira, un endroit franchement très charmant où on va se rendre à pied à Essaouira. On a un transfert en auto, mais on se rend à pied à Essaouira et on termine le voyage par cette magnifique petite ville. Donc, il va y avoir des départs en automne et en hiver. Donc maintenant, pendant quelques minutes, je passe la parole à Julie et à Ophélie, qui sont plus qu'une voix, bien sûr, parce qu'il y a des bonnes chances que si vous réservez un voyage, si vous appelez au bureau, bien, vous allez surtout parler à Julie et à Ophélie, qui non seulement gèrent les voyages, mais vont vous parler. Puis c'est aussi possible que je vous parle, mais il y a plus de chances que vous parliez avec eux. Puis c'est un peu une blague à l'interne quand même de dire que ces personnes-là sont plus que des voix. Et puis, ils vont même sur le terrain guider ou accompagner de temps en temps. Fait que vous avez des bonnes chances de les voir et au bureau et sur le terrain. Donc, je te passe, j'arrête le partage de mon écran, Julie, puis je te laisse parler. Merci, bonsoir tout le monde. Alors, je vais partager mon écran à mon tour. Alors, ce soir, je vous parle de ce premier voyage-là. J'ai commencé donc par une photo un peu surprenante pour parler de voyage. Je vous amène donc ce soir, ceci est une éruption volcanique, c'est un premier indice, qui nous a fait en fait ce voyage. On avait prévu ce voyage l'année dernière. C'est François Xavier qui l'a monté. Il connaît très bien la place et il a guidé plusieurs fois auparavant là-bas. Et donc l'année dernière, pour Caravanier, il avait monté un voyage. Une éruption volcanique a eu lieu sur une île, deuxième indice. Et nous avons donc remanié l'itinéraire pour pour éviter, puisque l'éruption est certes finie, mais les villages sont encore sous la cendre, la lave a recouvert certains sentiers, etc. On ne peut pas vraiment y aller. Donc 2 indices, une île, des îles, un archipel même volcanique. Nous partons en Espagne voir les Canaries, donc un archipel de 8 îles qui est situé au large du Sahara. On est donc dans l'océan Atlantique. Vous voyez ici donc Madère au nord, mais les Canaries, c'est cet archipel-là. 8 îles. On va se concentrer sur Tenerife, la grande île ici, et la toute petite île de la Gomera. Et celle où on ne va pas cette année, c'est La Palma qui est ici. Mais donc là, La Gomera, Tenerife. Avec son emplacement dans l'Atlantique, il y a les vents du nord qui viennent refroidir pour quand il fait un peu chaud et les vents de l'est qui viennent réchauffer pour quand il fait un peu froid. Avec ça, on peut y aller toute l'année. Les 2 prochains départs, ça va être 4 avril, c'est moi qui vais le guider avec Claudio, je vous en parle tout à l'heure, et le 4 juillet, on en aura plus à l'automne, mais pour l'instant, on se concentre sur les 2 prochains. Je vous ai parlé des courants d'air, il y a aussi les courants marins. Les trois ensemble, ça donne une variété de microclimats qui est assez surprenante. Donc, ça donne aussi des paysages qui sont très variés, très complexes, mais des climats qui peuvent être tellement localisés que, par exemple, sur cette photo, vous voyez tout un versant de la montagne qui est très verte, donc il y a beaucoup d'eau qui tombe, il pleut, et l'autre qui est complètement aride parce qu'il ne pleut pas de l'autre côté à cause des vents et de l'orientation de comment arrivent et se déchargent les nuages. Donc, vous l'aurez compris, c'est un paysage très varié. Les 8 îles des Canaries sont en fait un joyeux mélange de beaucoup de cultures. Il y a bien sûr l'influence européenne, vu que c'est espagnol, mais c'est aussi un mix de... Historiquement, ces îles étaient à la croisée des routes maritimes entre l'Afrique, les Amériques, les métropoles européennes.
Ce qui fait que cette photo qui aurait pu tout à fait être prise, mettons, en Colombie, non, c'est bien dans le Canari. Donc là, on va ressentir une ambiance à la fois un petit peu africaine, un petit peu Amérique latine, ouais, Amérique centrale et européenne, dans l'architecture, dans la manière de vivre et aussi dans l'assiette, même si, comme Richard l'a dit, on part bien sur un voyage de randonnée et pas seulement un voyage où on mange bien. On ne va pas passer des heures et des heures à table, mais un petit peu bien manger quand même. Beaucoup de randonnées donc dans ce voyage-là. Sur l'île de Tenerife, je ne vais pas vous montrer des photos exactement de chaque randonnée en vous disant bah, tiens, on va marcher tant d'heures là. Sachez qu'on marche à peu près 5, 6, 7 heures par jour. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de s'installer dans un village et à chaque fois d'aller rayonner pour voir. En cette photo, je voulais vraiment illustrer la variété des paysages. Donc, si vous revenez un paysage complètement sec en bord de mer et 2 jours après, on va marcher dans une forêt qui est connue, c'est un parc national très joli. Donc, c'est pour illustrer vraiment la variété des paysages qu'on va avoir. Et ici, on voit bien les différents fronts, courants fronts d'air chaud et fronts d'air froid qui se rencontrent et qui peuvent donner, même si grosso modo il fait beau à peu près toute l'année, mais il peut y avoir quelques petites averses, mais très très localisées, encore une fois. Donc, je vous le disais, on se base dans un village et on rayonne autour, ce qui fait qu'on va pouvoir visiter plusieurs villages et s'y promener. Pour découvrir vraiment l'âme canarienne, avec aussi le côté colonial, le côté historique que l'on voit dans ce voyage. Certaines journées, si vous êtes un peu fatigué, on peut les sauter parce qu'on passe plusieurs nuits par hébergement. Mais si vous voulez marcher un peu plus, c'est possible aussi. Et puis on a une grande flexibilité dans le voyage. C'est-à-dire qu'après une journée où on aura marché 5 heures, 6 heures, il vous reste de l'énergie, vous avez envie d'aller faire un saut dans la mer, ben on a des petits vannes, on prend le van, on va faire un saut dans la mer. Si vous préférez plutôt aller revoir un village, ben on va voir une autre, ou une petite ville, on va voir une autre petite ville. On a une grande flexibilité en fonction de l'envie des voyageurs et de l'envie des guides qui seront présents. Voilà. Le voyage, on passe 3-4 jours sur l'île de Tenerife à faire plusieurs randonnées. Ensuite, on va passer 3 jours à La Gomera, donc la toute petite île dont je vous parlais, qui est très charmante. Et ensuite, on va retourner sur Tenerife. Et de Tenerife, voilà, il manquait cette photo-là. Voilà. De Tenerife, on va aller grimper la plus haute montagne de l'Espagne, même plus haute que ce qu'on trouve sur l'Espagne continentale. C'est le Teide. Il culmine à 3720 mètres. C'est la randonnée la plus difficile du voyage. C'est pour ça que je vous en parle un peu plus précisément. Elle est optionnelle. Elle est optionnelle et on va devoir dormir en refuge pour aller y monter. Donc voilà. Comptez pour cette journée-là un petit 8 heures de marche et 1000 mètres de montée. Notre idée, c'est d'y aller pour être au lever du soleil, pour marcher au lever du soleil et aller voir ce fameux cône que vous voyez derrière la photo de groupe ici, donc l'ombre du volcan qui se projette sur l'île. Ce voyage, il a été donc créé par François Xavier, que vous voyez à droite sur les 2 photos, en collaboration avec Claudio. Claudio, c'est notre guide local, c'est un Italien qui a épousé une femme des Canaries et toute la culture. Il est tombé amoureux de ces îles en même temps que de sa femme. Et il nous accompagne sur tous les voyages. Donc voilà, c'est Claudio qui est... En fait, ce qui est super avec Claudio, c'est que comme il connaît tout le monde, il est vraiment intégré dans la culture. C'est une super porte d'entrée pour aller rencontrer les gens, pour parler avec eux et vraiment rentrer dans le village. J'ai fait ça court pour ce soir, donc je ne vous en parle pas beaucoup plus. On avait un 5 minutes, c'est fait. C'est un voyage de 13 jours, on peut y aller toute l'année. Niveau 2, encore une fois, on pourrait simplifier si c'est un peu difficile ou au contraire rajouter un petit peu de piment si vous avez besoin d'un peu plus de défis. Le départ du 4 avril est presque complet, il reste de la place sur celui du 4 juillet. Voilà, je vais regarder si vous avez des questions pour le voyage.
Oui, Myriam, c'est bien les canals. S'il n'y a pas de questions pour ce voyage-là, je vais continuer avec une autre photo. On change de continent. On va parfois très loin pour voir de très belles montagnes. Là, on se rapproche beaucoup. Nous sommes au Canada, évidemment, dans les Rocheuses, pour avoir des montagnes si spectaculaires. Ce voyage-là, on l'a créé l'année dernière. Et il y a eu, ça c'est une photo prise l'année dernière, ça a été un franc succès. Et je vous l'explique un petit peu. On arrive à Calgary, donc là vous avez l'avion, et on va marcher en premier dans le parc national de Waterton. Ensuite, on va aller à Fernie, ici. On va rester à l'Iceland Lake Lodge. Puis, on va aller voir le parc national de Yoho avec le lodge de Amiskwik. Et on a deux versions. On a une version de 12 jours, ça c'est le programme des 12 jours, et une version des 15 jours, je vous expliquerai plus tard pourquoi, dans laquelle on a rajouté une randonnée à Revelstoke et une randonnée dans le parc national des glaciers. En image, ça c'est Waterton Lake. Donc, vous aurez compris, on a essayé de choisir des randonnées qui sont un peu moins fréquentées, qui ne sont pas les grands classiques, mais qui sont quand même relativement incontournables, absolument magnifiques. On a vraiment choisi des belles randonnées. Je pense que les images vont vous convaincre par elles-mêmes. D'ailleurs, je remercie deux des voyageurs de l'année dernière qui nous ont envoyé leurs photos, Yvan et Christina Daniela. Merci beaucoup à eux. C'est eux qui ont pris ces photos-là. Donc, vous aurez compris, on passe 3 jours dans le coin de Waterton pour aller faire les plus belles randos du coin. Et ensuite, on va à Fernie, dans un lodge qui est situé juste en dessous de la chaîne de montagne Lézard Range, donc la chaîne de montagne des lézards, qu'on voit là. Vous voyez la flèche, ça vous montre où est ce lodge, qui ressemble à ça, qui est très confortable, qui est charmant. Je vois que Marc-André a levé la main. Tapez votre question dans questions-réponses, comme ça je pourrais y répondre après. Donc on va encore y rester 3 nuits dans ce lodge-là. Et c'est un super point de départ pour aller faire de très belles randonnées. C'est un voyage de niveau 2, encore une fois. Donc des randonnées de, mettons, 5, 6, 7, exceptionnellement un petit peu plus heures de marche par jour. Encore une fois, c'est vraiment un voyage de randonnée. Ce n'est pas un voyage il faut aimer ça, il faut aimer marcher. Dans la version 12 jours, une fois qu'on quitte Fernie, on va dormir à Golden, car le lendemain, on prend l'hélicoptère pour aller dans ce lodge-là, à Miscouille. Ça, c'est un petit changement par rapport à l'année dernière. On y va bien sûr aussi dans le voyage de 15 jours, donc restez attentifs si le voyage de 15 jours, qui est le départ de septembre, vous intéresse. Donc à Miscouille, on va s'y baser pour 3 ou 4 nuits selon le départ, et on va faire des randonnées qui sont très isolées. On a le lodge pour nous tout seuls, là encore pas de luxe, mais c'est quand même confortable. Il y a bien sûr des douches, il y a des canapés pour relaxer, et il y a même un sauna. Et ça nous donne accès à des randonnées où on va être absolument tout seul, puisque le lodge, il est juste pour nous et on ne peut pas y accéder autrement à ces randonnées-là. Et on est dans l'arrière-pays assez sauvage, encore une fois, des paysages absolument incroyables. C'est le guide qui va cuisiner dans ce lodge-là. Donc, on a prévu des guides qui ont un petit talent spécial pour la cuisine. On va manger très bien. Et voilà. Quand on finit dans la version 12 jours, on reprend l'hélicoptère, on rentre à Golden, puis de Golden, on retourne à Banff, où on va avoir une dernière soirée pour découvrir Banff quand même, et ensuite prendre l'avion. Par contre, pour la version 15 jours, ce que je vous disais, on a rajouté 2 randonnées. En fait, on a rajouté même 3 jours, de 12 à 15, ça fait 3 jours d'écart. On aura une journée, donc quand on va à Golden, après Fernie, on va à Golden, on va aller une journée marcher dans le parc national des glaciers et une journée marcher dans le parc provincial du Mont Revelstoke, 2 journées absolument magnifiques. Et on a rajouté même une journée de plus au lodge à Miscouille. L'idée, c'est qu'on avait des contraintes en fait de disponibilité du lodge. Donc,
Ça nous a permis de faire une version un petit peu plus longue. Ça sera pour le départ de septembre. Pour le départ de juillet, on sera sur 12 jours. Donc, en résumé, les Rocheuses en Dolce Vita, c'est au Canada, pas très loin, des paysages absolument incroyables, des bonnes randonnées, 12-15 jours de marche, niveau 2, on y va en été. Le départ du 27 août est bientôt complet. Il y a déjà du monde sur celui de 15 juillet. Il ne faut pas trop tarder. Voilà pour moi. Je pense que c'est Ophélie qui reprend la main après. Je vais voir si vous avez des questions. Jean-Sébastien qui nous demande quand on dit 8 heures, mais quelle est la distance pour un 8 heures pour savoir la vitesse. Mais en fait, la distance, ça va dépendre du dénivelé. Sur les journées, mettons, qui font 6 heures de marche, ça va facilement être 15 km et peut-être 800 mètres de dénivelé, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. C'est variable. On demande quand même d'être à l'aise pour marcher. Il faut qu'on pourra s'appeler en fait pour les entraînements, mais vous portez pas grand-chose, juste le sac de jour. On prévoit des pauses pour manger, pour prendre des photos, mais c'est quand même, il faut marcher. Ophélie ou Richard, je vous laisse la main pour la suite. Oui, donc, bonsoir tout le monde. Alors, à mon tour de faire le partage d'écran. Ce sera pas bien long. Ok. Bon, pendant que tu règles ça, Julie, tantôt tu trébuchais sur. Il faut dire, Julie, tu arrives de France puis tu es au Colorado. Fait que tu as 8 heures de décalage. Fait qu'il est très tard, mais tu trébuchais sur comment s'appellent les habitants des Canaries? Parce que tu cherchais, tu as dit les gens des Canaries. Fait que c'est les Canariens, mais ils ne feront pas les séries, tu vois, fait que c'est pas grave, tu vois. Donc, Les Canariennes, du coup, non? ouais, ils ne feront pas les séries cette année, alors c'est pas tellement grave. Est-ce que ça va? T'as-tu pris le contrôle, Ophélie? Oui, je suis en OK, contrôle. essaye. Alors, c'est parti. Donc, moi, je vais vous présenter notre tout nouveau voyage en Grèce. Et cette photo, c'est un peu ce qui nous a amené à présenter ce nouveau voyage. En fait, c'est personnellement l'image qui de ce pont en pierre, en arche, là, qui m'a vraiment attirée, qui a vraiment une architecture très caractéristique de la région dans laquelle on va marcher. Donc, c'est cette photo en fait, qui m'a vraiment donné envie d'aller creuser, de me renseigner un peu plus sur la région des Agorias, donc au nord de la Grèce. Au tout début, quand on commençait à réfléchir à un nouveau voyage en Grèce, on a forcément pensé aussi au mont Olympe et son ascension. Mais il y a une portion un peu plus technique qui requiert un peu d'escalade, puis c'est une région qui est un peu limitée en fait si on voulait continuer à pied. Et donc, en tombant sur ce pont en arche, j'ai découvert la région montagneuse du Pinde, en Épire, qui est vraiment à la frontière avec l'Albanie et qui se trouve être aussi la région la plus montagneuse de Grèce et le prolongement des Balkans, qui offre en plus donc, de belles montagnes et de beaux villages qu'il est possible de rejoindre à pied. Donc, tout y était pas mal pour offrir un nouveau voyage dans la catégorie Dolce Vita. Alors, c'est parti. Donc, je présente rapidement Alice, qui est notre guide et contact local. Alice guide depuis de nombreuses années. Elle est d'origine belge et vit en Crète depuis une dizaine d'années. Elle a aussi participé à l'élaboration du voyage et a effectué un premier repérage cet automne. Donc, elle guidera, accompagnée d'un guide caravanier, le premier départ qui est prévu donc, en juin prochain. Donc, le nouveau voyage en Grèce, il est composé de 3 étapes. On va premièrement aller se promener dans la région donc, des météores. Ensuite, on va aller faire la portion du trek donc, pendant 6-7 jours là, dans le massif de Pinde, donc, tout au nord. Et on va terminer le voyage à Corfou, sur l'île de Corfou, donc, pour avoir les pieds dans l'eau les 3 derniers jours. Première étape du voyage, rapidement, donc les météores. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nom-là, en tout cas. C'est certainement l'une des plus belles curiosités à visiter en Grèce. C'est donc un ensemble de pitons, de pics rocheux, au sommet desquels se trouvent des monastères.
On peut encore en visiter plusieurs actuellement. Donc, certains sont en ruine, puis d'autres sont encore possibles de visiter. Alors, on va en profiter pour se balader à travers les chemins, puis aller les visiter en première partie de voyage. Euh, et je commence par vous présenter la dernière partie du voyage d'île de Corfou avant de vous parler plus en détail du trek. Donc, Corfou, notre toute dernière partie. L'île, c'est difficile d'aller en Grèce sans visiter une île. Donc là c'est clairement Corfou qui se distinguer de par aussi sa situation géographique, vraiment à cheval entre l'Albanie et la Grèce. C'est aussi la plus grande île de la mer Ionienne. Et on va y rester 3 nuits. On va se concentrer dans la partie nord de l'île qui est beaucoup plus montagneuse. Donc, c'est vraiment très beau. On va pouvoir faire de la randonnée, visiter des anciennes forteresses byzantines, mais aussi la vieille ville de Corfou. On va avoir le temps d'y flâner une journée et, visiter la vieille ville qui est classée au patrimoine mondial là, de l'UNESCO, qui était vraiment le pont entre l'Occident et l'Orient et qui a su garder toutes ces influences vénitiennes, ottomanes, avec vraiment une architecture très, très différente de ce qu'on peut retrouver ailleurs en Grèce et sur les autres îles, comme dans les Cyclades, par exemple. Donc, une très, très belle ambiance à Corfou pour la fin du voyage. J'en viens finalement au trek, donc notre portion trek de 6-7 jours dans la région donc des Agoria. On est vraiment donc, dans le massif de Pinde au nord de la Grèce, presque donc à la frontière avec l'Albanie, comme je vous disais. Les Agoria, c'est l'origine du nom des Agoria est slave, donc derrière Goria montagne, le petit clin d'œil du voyage. Et les Agoria, donc c'est un ensemble de 46 villages qui sont vraiment tous reliés entre eux par des anciens chemins et les fameux ponts donc, de la région qui sont très caractéristiques du nord justement et de l'Épire. Donc Ophélie, on va vraiment... parle plus fort, Ophélie, ou mets tes écouteurs, on te perd de temps en temps. Ouais. Attends, je vais essayer avec mon casque. Juste que je mette mon haut-parleur. Est-ce que ça va mieux avec le casque? Ouais? Ok. Bah, là, ça comptera pas dans mon temps si je dépasse le 5 minutes. Hein. Donc, j'en étais... c'est ça. Donc, tous ces villages-là, les 46 villages dans la région des Agoria, sont toutes connectés par justement des ponts, des sentiers. Donc, on va vraiment parcourir pendant 6 jours sans transport, sauf pour les bagages. Mais nous, on va vraiment marcher de village en village là, pendant ces 6 journées. J'avais pas remis mon diapo. Ça sera pas long. Ok, c'est bon. Donc, comme je disais, on dort toujours dans des beaux petits hébergements bien confortables, comme on les aime dans nos voyages Dolce Vita. Comme par exemple, on a la chance d'arriver en fin de journée dans ce genre de petites places où on peut aller prendre l'apéro en terrasse puis apprécier la vue après nos journées de marche. Pendant le voyage, pendant nos 6 jours de trek, en tout cas, on va avoir aussi l'occasion de traverser la fameuse gorge de Vikos, qui est une des plus profondes d'Europe et qui est traversée par la rivière Voidomatis. Donc, on va la traverser de tout son long pour ensuite aller rejoindre un massif plus alpin dans les monts Timfi, en rejoignant donc pour une seule nuit le refuge de montagne d'Astraka. Puis ce refuge-là, on le voit, il est situé sur une crête qui va nous permettre ensuite de rejoindre, en faisant une petite balade, des lacs d'altitude pour aller les apprécier d'un peu plus près. Alors, c'est ça pour l'ambiance générale du voyage. Au cours de ces 6 jours, en tout cas, de trek, on va vraiment avoir l'occasion de marcher de village en village, puis d'avoir aussi des contrastes dans les paysages avec notre petite escapade en montagne. Donc, niveau 2, entre en moyenne 4 et 6 heures, 5-6 heures de marche par jour. 13 jours, 3 étapes, comme je vous l'ai mentionné. Premier départ, donc du 2 au 14 juin, qui est déjà confirmé. N'hésitez pas, ça semble que la Grèce a un succès, un gros succès encore cette année. Puis, dernier doute pour peut-être les convaincre, les gourmands ou ceux qui doutent encore, c'est dans la région de l'Épire qu'on trouve le meilleur feta de Grèce. Alors voilà,
C'est tout pour moi. C'est bon, tu as bien réussi quand même. Ça a Cool. été. Bon, là, fait que là, faut que tu t'arrêtes le partage de l'écran. Ah oui. Bon, fait que là, c'est à moi. Juste une petite note sur avant que je vous parle de la Crète. Vous avez deviné, ça fait longtemps que bon, moi, j'ai guidé beaucoup en Crète et puis je suis allé me promener en Grèce comme ça, quelques jours en revenant, dire ah, ben, je vais arrêter, je vais aller voir les météores, je vais aller me promener un peu en montagne. C'est un bout de temps qu'on cherchait, qu'on voulait faire un circuit. Donc, la pandémie nous a permis de se pencher, d'avoir du temps pour faire ça. Fait que c'est un circuit. Ça a l'air vraiment, vraiment le fun. Moi, j'en ai fait que des parties, mais ça a l'air vraiment très bien. C'est une Grèce très, très peu connue. On est loin des îles touristiques, puis on n'est pas dans les grandes villes. Alors, vraiment un voyage très charmant. Content qu'il soit déjà confirmé. Là. On a déjà presque la moitié du... C'est des petits groupes. Hein. J'avais une question, 10-12 personnes. Donc, ça se remplit assez vite, surtout quand il y a un seul départ. Alors, une photo qui, pour moi, exprime un petit peu le voyage que je vous présente. C'est un des rares voyages qu'on a refait depuis la pandémie. Je l'ai guidé en octobre dernier. Et puis, il y avait un des voyageurs qui disait à cet endroit-là, il dit, j'ai l'impression d'être dans un film. Et puis, c'était un peu ça. C'est-à-dire que pour moi, la Crète, c'est cette espèce d'abondance-là de nourriture, de la nature, de la mer. Le voyage qu'on fait, vous allez atterrir à Ania, la Canée, qui est dans l'ouest complètement de l'île. Et essentiellement, si vous suivez mon curseur, on va se promener dans cette région-là ici, donc la région des Montagnes Blanches où il n'y a pas de route. Alors, le grand plaisir du voyage, c'est pendant 12 jours, de ne pas prendre de transport, donc de se déplacer de village en village. Le voyage commence et se termine dans cette petite ville qui s'appelle Ania, qui, à mon avis, est certainement une des villes les plus plaisantes au monde. Il y a énormément d'histoires. La Crète, c'est un des endroits où il y a plus d'histoires dans le monde. Tout le monde est passé par la Crète, des Phéniciens jusqu'aux Allemands dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y a les Ottomans et tout le monde est passé là. Et c'est une ville charmante. Et on va la visiter quand même, on va prendre une bonne journée pour la visiter, mais juste de flâner en ville, c'est le fun. On prend un autobus, on fait à peu près 1 heure et demie de route et on s'en va au sud de l'île. Donc, on est face à la mer de Libye, qui est encore plus bleue que bleue, et on part pour une douzaine de jours. Le voyage s'appelle... Le titre n'est pas original, mais on n'a pas trouvé mieux, ou en tout cas, on ne l'a pas corrigé. Mer, montagne, histoire et gastronomie. Tout est là. C'est vraiment moitié mer, moitié montagne. Donc, on part 2 jours de marche sur le bord de la mer, on monte en montagne, 2 jours en montagne, on revient sur le bord de la mer. On est tout le temps 2 nuits au même endroit, sauf un endroit où on va rester 3 nuits. Donc, ça contribue à la notion de dolce vita. On marche, on se pose 2 jours, on fait une boucle, on revient à l'hébergement. Si ça vous tente de vous reposer, vous le faites. Il va marcher. Juste pour une idée, c'est à peu près le plus gros hôtel qu'on va avoir dans c'est pas à peu près, c'est le plus gros hôtel qu'on va avoir dans le petit hameau de Finicas. Donc, on est au pied des montagnes et ça, c'est la première étape des montagnes parce que les montagnes dépassent 2000 mètres. Alors, c'est un énorme dénivelé quand même. Il y a beaucoup de neige en hiver dans ces montagnes-là. Donc, vous avez le petit village, on passe 2 nuits ici, on va se promener. Vous voyez ici un autre petit village, on revient. Et c'est un pays, en fait, la Crète, c'est d'abord un pays de montagne, plus qu'un pays de mer. Les habitants sont d'abord des montagnards avant d'être des pêcheurs. Et il y a énormément de gorges. Et on a fait l'itinéraire parce qu'il peut faire très chaud en Crète. En fait, il y a 325 jours de soleil. Donc, des bonnes chances qu'il fasse beau. Mais on a bien pensé l'itinéraire parce qu'on vous fait, quand on monte, on prend les gorges, donc on est à l'ombre, et quand on descend, bien là, on va prendre les flancs des montagnes. Ce qui fait que le voyage, malgré la chaleur, on n'y va pas l'été, mais on y va au printemps puis à l'automne, on ne souffre pas de la chaleur.
Vous avez ici la gorge de Samaria, qui est l'attraction naturelle touristique numéro 1, où il y a près de 1000 à 1500 personnes par jour qui la descendent. Or, vous devinez que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la monter. Résultat, ben, quand on part le matin, on est absolument tout seul. Sur l'heure du dîner, on se tasse, on laisse passer les 1000 personnes, puis on continue. Donc, c'est une magnifique journée. Pour vous donner une idée, des fois, les gens, je ne suis pas très friand des statistiques de kilomètres puis de dénivelé, parce qu'en montagne, c'est vraiment le nombre d'heures. Mais pour vous donner une idée, ici, on va monter pendant 22 kilomètres et on va faire 1200 mètres de montée. Mais le sentier est très facile et c'est une journée qui se fait très bien. Oui, vous allez bien dormir le soir. Oui, si vous prenez 3-4 verres de vin ce soir-là, ça va cogner fort, mais c'est tellement beau que ça passe très, très bien. Donc, si vous n'aimez pas la roche puis l'huile, ni l'huile d'olive, c'est peut-être pas le meilleur voyage. Alors, c'est rocailleux. C'est une île qui ressemble beaucoup à la Corse, hein. S'il y en a qui sont allés en Corse et en Sardaigne aussi. On a un voyage en Sardaigne, j'en parle pas ce soir parce qu'on va l'offrir en 2023, mais pas en 2022. Donc, ce sont des sentiers qui ne sont pas nécessairement faciles. Ce n'est pas des souliers qu'on vous propose, qu'on vous suggère, on vous demande vraiment des bottes. Alors, on est en montagne, on est sur le bord de la mer, petit village, essentiellement, puis tantôt, je vous disais qu'il y avait beaucoup d'histoire. Ici, c'est une église du 10e siècle qui a été construite en l'honneur de Saint Paul. Donc, Saint Paul, vous ne savez peut-être pas, mais c'est lui c'est le fondateur de l'Église, hein, catholique, donc chrétienne. Puis, sans lui, on aurait complètement oublié. Donc, c'est lui qui est le responsable de notre religion, si on peut dire. Et on sait qu'historiquement, il a mis les pieds là. Ce n'est pas lui qui a construit l'Église, mais on a fait l'Église en son honneur. Tout à l'heure, vous avez mis l'image de la petite taverne. Une taverne, c'est un restaurant en Grèce. Et vous avez une image de la table. Moi, je me suis dit que si jamais ça, c'est à vendre et que je veux prendre ma retraite, c'est là que je vais me retrouver. C'est un endroit qu'on appelle la plage de marbre parce que la roche qui est autour, c'est vraiment du marbre. Et puis, on peut se baigner. L'eau est magnifique et il y a des grottes aussi. Donc, on peut nager, aller dans les grottes et on va aller. La nourriture est toute simple, hein, à cet endroit-là parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas rien. Donc, ils se font livrer les légumes et le poisson par la mer. Donc, on va manger là. Et vous devinez que Ophélie disait que le feta était meilleur. C'était dans les régions des Pires. Je ne suis pas sûr. En fait, là-bas, ils appellent ça le gravier. Pas le graviera, ils appellent ça le mirzita. Donc, ce n'est pas exactement le feta. Fait que c'est correct qu'on est sauf sur le meilleur. Alors, voyage dans lequel vous allez évidemment vous baigner. On y va au printemps, on y va en automne. Au printemps, c'est rempli de fleurs, c'est magnifique. Il y a beaucoup moins de monde, donc c'est l'avantage. Par contre, l'eau est plus fraîche, donc on peut se baigner quand même. On suggère aux gens d'apporter peut-être un tout petit wetsuit pour pouvoir rester longtemps dans la mer, alors qu'en automne, l'eau, elle est à 23, 24, 25 degrés, donc on peut rester longtemps. Par contre, il y a plus de monde et il fait plus chaud. Alors, vous avez des avantages et des désavantages dans les deux cas. L'eau est magnifique. Le point fort du voyage, sans aucun doute, le séjour de 3 jours à la bergerie. Tantôt, je vous disais qu'un voyage de Civita, il y a une famille, Antonis. C'est vraiment un ami précieux depuis le temps qu'on y va. Donc, vous allez manger son miel, son yogourt, ses agneaux. C'est lui qui élève tout ça. C'est sa femme qui fait la cuisine. Et puis, il a bâti des petites maisons comme ça. Il y en a 6. Donc, on réserve ça pour nous, hein. On est 10. Donc, c'est 2 par petite maison. Extrêmement charmant. Tout à fait le style architectural de l'endroit. Vous ouvrez la fenêtre, vous avez chacun votre petite terrasse et la vue sur les montagnes. Et c'est l'espèce d'espace commun où on va manger dehors. Il fait souvent assez chaud pour qu'on mange dehors. Sinon, on mange à l'intérieur de la salle commune le soir pour être au chaud. C'est un voyage qui est
Très populaire. À tous les jours, on parle de la Crète, Ophélie et moi. Tu me corrigeras, Ophélie, mais grosso modo, 8 mai au 23 mai, c'est complet. 22 avril au 7 mai, est-ce qu'il reste une place? Tu me diras. Puis les deux autres, c'est écrit ouvert, mais ils sont confirmés, les voyages. Donc, et c'est certain que ça va se remplir. Et comme on est très dépendant des hébergements, c'est des petits endroits qui donnent beaucoup de charme au voyage. Donc, on ne peut pas rajouter des dates. Donc, voici les 4 dates de 2022. Il reste de la place pour les 2 derniers. Dis-moi, Ophélie, est-ce qu'il en reste de la place pour le printemps? Non, c'est complet. OK. Fait que puis s'il n'y a pas de place en Crète, allez en Grèce, allez en Espagne, allez aux Canaries, puis vous irez en Crète l'année prochaine. C'est pas grave. Mais ne prenez pas un voyage en Crète en disant je vais aller en Crète, puis je vais prendre un voyage qui correspond pas tout à fait à vos critères. Sérieusement, c'est un sacré beau voyage. Je comprends pourquoi il est aussi populaire, mais attendez, faites-le, puis faites autre chose en attendant. Sur ce, je repasse la parole à Julie, n'est-ce pas? Donc, tu nous parles d'endroits particulièrement importants, non? Oui, et en même temps, je regarde, je vous ai envoyé un sondage là, et je regarde et voilà, il y a une personne seulement qui est intéressée par le Pays Basque. Je suis déprimée pour la suite de la soirée. Ceux qui n'ont pas voté continuent de voter, histoire de me remonter le moral. Je vais repartager. Julie, c'est parce que les gens ne connaissent pas encore. Fait que faut que tu fasses connaître, il est nouveau et tout. Fait que c'est moi qui ai dit que je t'ai intéressé. Non, c'est pas vrai, je te laisse parler. Je vais partager ici mon écran. Lire à partir de... Voilà, pour la suite. Alors moi, je vais vous parler de Richard. Donc, vous avez reconnu sur cette photo, c'est Richard qui marche dans une rue, clairement habillé pour faire de la randonnée. Donc, le voyage dont je vous parle maintenant, on passe de petits villages blancs comme celui-ci à d'autres petits villages blancs accrochés en flanc de montagne. Nous partons en Espagne encore, mais cette fois-ci en Andalousie, dans la Sierra Nevada. La Sierra Nevada, je vous explique rapidement le voyage. On arrive à Malaga. Donc l'Andalousie, c'est vraiment le sud-sud-sud de l'Espagne, en face du Maroc. On va marcher dans les montagnes qui sont donc pendant 9 jours ici encerclées, la Sierra Nevada, et on finit le voyage à Grenade. La Sierra Nevada, ça veut dire chaîne de montagnes enneigées en espagnol, et ça porte bien son nom, puisque comme vous pouvez le voir tout derrière les bâtiments, donc les montagnes ici, c'est la Sierra Nevada. Ce magnifique bâtiment-là, c'est un ensemble en fait de petits palais puis d'un grand palais qui date pour les plus vieux qui date de la conquête des Maures, M-A-U-R-E-S, de toute la péninsule ibérique. Ça a commencé au 8e siècle et ça s'est poursuivi jusqu'au 15e siècle. Donc les palais datent de cette époque-là. Ici, on est à Grenade, donc la fin du voyage, je commence par ça. On va y passer 2 jours pour visiter ces palais et puis juste prendre le pouls de ce que c'est qu'une ville très charmante en Espagne, manger des tapas, éventuellement aller voir un spectacle de flamenco dans des caves comme cela se faisait il y a 50 ans et comme ça continue de se faire de nos jours. Mais avant ça, on va faire un trek de 9 jours. Je vous dirais ce que ce voyage partage avec la Crète dont Richard vient de parler, quelque chose qui est vraiment incroyablement agréable, c'est qu'une fois qu'on commence le voyage, on ne prend pas pendant 9 jours consécutifs, on ne prend pas de véhicule. Donc, on fait tout à pied et c'est absolument formidable. Là, pour ce voyage, on va aller dans un tout petit village, à peu près 50 habitants. Le village est tellement petit que les ruelles sont trop étroites pour les voitures. On est obligé de se garer à côté de l'église, puis d'aller jusqu'à notre auberge. Ça s'appelle Ferreiro, là, ce village-là. Ça, c'est la vue de l'auberge. Donc, on voit les rues et on va s'y installer pour 3 nuits. Dans ce voyage, on a calculé pour avoir toujours 2 ou 3 nuits par hébergement, ce qui fait qu'on peut le prendre court, puis c'est agréable. On dort donc à Ferreiro, là, chez Sepp, qui tient la plus charmante des auberges
de toute l'Espagne, je l'annonce, avec un super bon déjeuner. Là, vous voyez au petit déjeuner. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va attendre que le soleil soit passé au-dessus des montagnes et éclaire la terrasse pour prendre les déjeuners. Donc, c'est jamais trop tôt le matin. Et donc, on a à peu près toujours pareil, 4, 5, 6, 7 heures de marche qui vont se répartir sur la journée. Mais on ne part pas si tôt que ça par rapport, par exemple, aux rocheuses dont je parlais tout à l'heure, on part bien plus tôt. Là, c'est Dolce Vita à l'espagnol. Le soir, si je continue juste sur ce village-là, il est tellement petit qu'il n'y a pas de restaurant. Alors, on prend nos pieds, on marche 10 minutes pour aller dans le petit village d'à côté et on mange dans des restaurants. Et c'est charmant. Donc voilà, encore un exemple des villages. Voilà. Les randonnées, on passe, je vous l'ai dit, village en village. On marche soit en boucle, soit en traversée. Et on traverse des montagnes qui ont été occupées par l'homme depuis bien avant les morts. Il y a même certains ponts qui datent de l'époque romaine, donc ça date de longtemps. Donc c'est un paysage, des paysages qui ont été cultivés par l'homme. On voit ici un petit peu des terrasses. Et au fond, ce qu'on voit, c'est la deuxième montagne la plus haute de l'Espagne. Je vous ai parlé du Teide tout à l'heure dans les Canaries. C'est la plus haute, à 3720 mètres. La deuxième plus haute, c'est le Mulhacén, il est à presque 3500 mètres. On va aller y monter dans le voyage. Ce sera quand on va marcher dans le parc national de la Sierra Nevada, donc un petit peu plus haut. On y va à 2 périodes. Donc, le printemps pour voir les fleurs. L'automne, il y a un petit peu plus de fruits, plus de chances de manger du gazpacho parce qu'au printemps, les tomates ne sont pas encore sorties. L'été, il fait beaucoup trop chaud, on n'y va pas. 9 jours de marche, niveau 2 encore une fois. C'est sûr que si on fait toutes les journées puis qu'on prend les variantes les plus difficiles, on va se dire certains soirs que ça va aller un petit peu plus qu'un niveau 2. Mais en fait, le lendemain, on est prêt à repartir. Donc, on l'a gardé niveau 2, mais c'est un niveau 2 un peu exigeant, mettons. Et voilà, moi, c'est un voyage que j'aime particulièrement parce qu'on se sent très bien à marcher dans ces montagnes-là, qui sont très, 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 très belles. Le prochain départ, ça sera le 2 mai. Et je vous fais juste une petite parenthèse pour vous dire que ce voyage, il existe en liberté, tout comme la Crète. Alors, je ne sais pas si cette année, c'est possible d'aller en Crète, mais c'est possible d'aller en Espagne en liberté. Ce sont des voyages sans groupe, sans guide. Vous formez votre propre groupe, on réserve tout pour vous selon un itinéraire qui est déjà établi. Si les hébergements ont de la disponibilité, puis je crois que c'est ça le point noir en Crète pour cette année. Mais en Espagne, c'est encore possible. Il faut être à l'aise avec une carte de randonnée et votre boussole. Il faut être habitué à marcher et à s'orienter tout seul. Donc, pour la version guidée, 13 jours dans 9 jours de marche, un niveau 2, printemps-automne. Prochain départ, c'est le 2 mai, puis sinon, on y retournera à l'automne. Pour le départ, c'est le 2... Prochain départ, c'est le 2 mai, je reprends. On ira à l'automne en septembre. Pour le départ du 2 mai, on se donne jusqu'à la fin de la semaine pour réunir les inscriptions pour confirmer le départ. Donc, on a jusqu'à la fin de semaine si vous êtes intéressé pour y aller. Je vérifie pour les questions. Pas de questions pour l'Espagne, alors je continue. Et alors, pour ceux qui ont vu la conférence sur l'Europe la dernière fois, j'ai changé la photo, histoire de varier. Mais on reste dans les photos de famille pour... oui, j'en ai plein d'autres, si on fait d'autres conférences. La petite fille en avant, là, la plus petite, c'est moi. Et derrière, il y a mon frère et mes cousines. Pourquoi cette photo de famille? C'est parce que là, je vous amène vraiment chez moi. Et donc, j'y étais jusqu'à hier. Je suis rentrée hier du Pays Basque. Le Pays Basque, ça se situe à cheval sur la France et l'Espagne. Je vous montre ça. Donc, vous voyez bien ici où c'est. Donc, c'est côté Atlantique, à cheval sur traversé par les Pyrénées. Et il y a 3 provinces, comme ici en jaune, en orange et en rose, qui sont côté français. Et puis, 4 grandes provinces qui sont côté espagnol, qui ne sont pas affichées sur cette carte. Je vous montre cette carte, même si elle est un petit peu floue, avec notamment ici le Béarn, qui est la région à côté du Pays Basque. Parce qu'on triche un petit peu sur le voyage. On commence dans la vallée d'Aspe, qui est ici, que je montre avec ma souris. On va y marcher 3 jours parce que c'est vraiment... les Pyrénées, c'est très beau, mais alors c'est particulièrement beau à cet endroit-là. Et je voulais montrer ça.
Ensuite, on va à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est traversé par le chemin de Compostelle. On va même en prendre un petit bout pour aller côté espagnol à Roncevaux. On va re-rentrer pour aller dans un petit village ici qui s'appelle les Aldunes, où on va passer 2 nuits. Et ensuite, on va continuer comme ça, en faisant des sauts, parfois en Espagne, parfois en France, pour passer dans des petits villages comme Bidaraï ici, Itsassou, là où j'ai grandi. On va passer à Sarre et on va terminer au bord de la mer, côté espagnol, pour mettre les pieds dans l'eau et manger des pinchos, donc les tapas basques. En image, la vallée d'Aspe, donc côté Béarn, donc juste à côté du Pays basque. Ce sont des montagnes qui dépassent les 2500 mètres. C'est très connu notamment pour le fromage de vache et fromage de brebis. Et cette photo, je l'ai choisie parce qu'elle représente un petit peu ce qui, moi, me fait vraiment triper quand je fais de la randonnée. Des belles montagnes, des vraies grosses montagnes, mais aussi de la verdure, des lacs, on peut même s'y baigner s'il fait assez beau. Le départ, c'est le 3 septembre, donc avec un peu de chance, ce sera encore l'occasion de s'y baigner. On va potentiellement croiser des cabanes de berger, des caillolards, comme on dit, et éventuellement voir s'ils ont fait un peu de fromage pour nous. Voilà. Ensuite, Saint-Jean-Pied-de-Port, je vous en ai parlé, c'est traversé par le chemin de Compostelle. C'est très connu pour ça. C'est aussi en fait une zone où l'histoire date de plusieurs millénaires, ce qui est assez intéressant. C'est une très jolie ville, entourée par des vignobles qu'on va aller visiter lors de certaines randonnées. Donc on a quelques petits transferts de temps en temps en véhicule, mais sinon on fait l'essentiel à pied. On a 12 jours de marche au total sur ce voyage. C'est une photo qui a été prise je pense même en début d'hiver, parce que le Pays basque, c'est jamais très froid. Donc, ça sera un petit peu plus vert quand on va y aller. Donc, c'est jamais très froid, mais c'est jamais très chaud non plus. Les villages sont charmants. L'architecture est très, très typique, très traditionnelle. Et on va vous croiser. Alors, on ne les voit pas sur ces photos, mais autour du village, il y a beaucoup de champs qui sont retenus par des murs en pierre qui ont plusieurs siècles. J'en parlais avec mon grand-père il y a 3 jours à peine, et on marchait justement le long de ces murets-là qui permettent de terrasser et d'aplanir un petit peu les champs qui sont quand même assez grands, parce que le Pays basque, ce n'est jamais plat. Et par contre, c'est très vert. Il peut y avoir un petit peu de pluie même toute l'année. Voilà, et ça, c'est le village où j'ai grandi, Itsassou. Donc, vous l'aurez compris, on va marcher, encore une fois, 4, 5, 6, 7 heures, pas beaucoup plus. Un voyage de niveau 2 encore. La première fois qu'on va y aller, c'est cette année, en septembre. Et ici, donc, on finit au bord de l'océan Atlantique, côté espagnol, en faisant une jolie randonnée qui s'appelle le Diasquibel. Et on en profite pour aller mettre les pieds dans l'eau, voire même tout le corps pour ceux qui veulent s'y baigner. Voilà, j'espère ne pas avoir trop dépassé. J'ai oublié de vous en parler. Pachi et Antion, ce sont 2 de mes cousins qui ont la certification d'accompagnateur en moyenne montagne, qui est requise en France pour encadrer des groupes. Et donc, on va voir Pachi, tantôt Antion sur nos groupes pour guider avec moi en septembre. Et ici, c'est Pachi. Est-ce que tu parles le basque, Julie? En partie, moi j'ai fait l'école bilingue, donc toute l'élémentaire, j'avais la matinée en basque et l'après-midi en français. Donc j'ai appris à compter en basque. Tout ce qui est maths, bio, histoire, je l'ai appris en basque. Mais comme je n'ai pas continué, comme on ne parlait pas chez moi, j'ai beaucoup perdu. Mais il y a la Maison des Basques à Montréal, donc la Maison des Basques au Québec, qui est située à Montréal, qui donne des cours. Je voulais en reprendre, mais je n'ai pas eu l'occasion à date. Mais je peux chanter en basque, à défaut. Voilà. On y part le 3 septembre pour un premier départ. Ça sera la première fois, une petite part d'imprévu là-dedans. C'est ça qui va être drôle. Venez avec moi. Voilà. Ben, je continue sur ma lancée. Ah oui? Oui, ouais, je continue sur ma lancée. Ah ben non, je continue pas sur ma lancée, pardon. J'ai déjà parlé de mes 4 voyages. Je peux arrêter le partage. C'est sur le décalage horaire, Julie, ça doit être ça. C'est bon. C'est pas réussi, Bon. voilà. Bon, ben merci, Julie. J'insiste, hein, on a le voyage de Crète est hyper populaire, mais
le voyage en Andalousie. Moi, j'ai fait le repérage en Andalousie, puis j'ai été extrêmement surpris du plaisir et de tout, puis le plaisir de ne pas prendre aucun véhicule. Le Pays Basque, ben, ça fait longtemps qu'on agace, qu'on dit à Julie, là, quand même, tu peux pas, ça fait 12 ans qu'elle est chez nous, c'est incroyable que ça fasse. Bon, c'est ça. Fait que la mauvaise nouvelle, c'est que ça a pris autant de temps avant que tu fasses un voyage chez toi, mais la bonne, ben, c'est qu'enfin, il existe. Bon, fait que c'est moi qui termine ça. Attends un peu, on s'en va là. Donc, on reprend. Et puis, et si on étirait un petit peu votre zone de confort, fait que j'ai mis une croix là-dessus, puis on appelle ça, on vous amène dans votre zone d'émerveillement. Donc, je vais vous titiller un petit peu ce soir pour terminer. Il reste 5 minutes, si mon chien ne jappe pas trop fort. Et si on vous disait, ben écoutez, là, on vous a parlé des voyages, on vous a dit, vous êtes très confortable, il fait beau, pas tout le temps, mais il y a des bonnes chances qu'il fasse beau. Vous allez être vraiment très confortable, vous allez très bien manger. C'est fantastique. Je comprends tout ça, puis ça me fait toujours plaisir d'aller guider dans ces endroits-là. Mais il y a des fois que tu te dis, Colin, il faudrait aller un petit peu plus loin, puis ça nous permet de vivre des choses. Fait que je fais juste comme dire, bon, mais si vous dites, OK, on y va, on fait toujours pas de camping. Donc, je vous parle du Monténégro, qui est certainement un des pays d'Europe les moins développés avec l'Albanie. Je ne ferai pas de mauvaise blague avec l'Ukraine, mais où il y aurait des belles choses à faire. Donc, le repérage a été fait en 2019 et encore une fois, on n'a pas fait le voyage, mais on le fait au mois de juin. On a déjà un groupe complet, là, des gens qui avaient réservé, et donc on le reprend au mois de septembre. Vraiment un pays extrêmement surprenant. Des gorges, des montagnes, ça ressemble à la Patagonie. C'est pas du tout développé touristiquement. Donc, le genre d'endroit où on va aller, petite maisonnette comme ça, je vous le dis, on ne parle pas de la gastronomie de l'Espagne ou de la Crète ou du Pays Basque. On mange très correctement, mais on ne s'en va pas là pour faire des festins. Mais c'est un endroit magnifique où marcher. Alors, les photos sont prises au mois de mai. On y va au mois de juin, puis il restait beaucoup de neige. Et puis, la météo est un peu difficile, mais ça donnait quand même des ambiances spectaculaires. Il va y avoir moins de neige que ça. Et la météo, j'espère, va être plus clémente, mais on parle vraiment des Alpes. Hein? Donc, c'est la fin des Alpes, vraiment un endroit magnifique. Puis on finit à Kotor, sur le bord de la mer, qui est le seul fjord d'Europe, donc ville du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est pas très loin de Dubrovnik, si ça vous tente d'aller faire un tour, qui est vraiment un autre magnifique ville. Trop de monde, mais magnifique. Un peu comme Venise. Donc, Kotor, superbe petite ville. Et puis, si on étire ça encore, puis qu'on se permet de rêver, bien, il n'y a pas que l'Europe et même l'Afrique quand on vous parlait du Maroc, mais on parle un petit peu d'Amérique du Sud. Et puis, on a transformé un de nos voyages suite à la pandémie. On s'est dit, tiens, on va le travailler pour que les gens puissent aller en Équateur, voir un des pays sur une petite surface, un des pays les plus spectaculaires du monde, parce qu'il a non seulement les plus hauts sommets, les plus hauts volcans du monde, mais il y a aussi, quand même, c'est une curiosité, si vous êtes au sommet du Chimborazo, vous êtes au point le plus distant du centre de la Terre. Donc, techniquement, il y a moins de gravité au sommet du Chimborazo qu'au sommet de l'Everest. Donc, pays de montagne, on n'appelle pas ça l'avenue des volcans pour rien. Donc, à la fois, il y a plusieurs chaînes de montagnes et c'est un voyage où on a, bon, vous voyez ici un cratère volcanique, la lagune de Quicocha. Alors, c'est un pays à la fois très vert, hein, de par sa position sur l'équateur, on peut y aller à longueur d'année. Alors, la météo, elle est, des fois il fait beau, des fois il fait pas beau. C'est la particularité. On ne peut pas avoir un pays aussi vert que ça s'il pleut jamais, bien sûr. Et on a une relation vraiment particulière. Ça fait, Caravani, ça va faire 25 ans l'an prochain. Et dès la première année, on est allé là, on a rencontré ces gens-là et on travaille encore avec les mêmes. Donc, je vous parle de Manuel, de Ivan, donc les gens avec qui on travaille et de d'autres personnes aussi. Ici, l'air de rien, la petite maison où on va habiter, elle est très charmante. C'est rustique comme ambiance, style un peu refuge de montagne, mais c'est quand même très beau. Et à des endroits, et franchement, puis là, je vous dirais que ça tire quasiment sur le luxe, mais comme on est dans un endroit volcanique, il y a beaucoup d'eau thermale, alors on va se baigner souvent dans l'eau chaude.
Alors, si ça vous tente d'étirer un petit peu votre confort, l'Équateur peut être franchement intéressant. On change de continent et on s'en va au Japon. Donc, voyage, vous avez le Fuji ici en image. Et le Japon, c'est un voyage où on va voir à la fois la démesure des villes et la campagne totale. C'est un des pays les plus dépaysants au niveau culturel. Un pays fermé, hein, soyons pas avares de mots. C'est un pays qui protège énormément sa culture avec les avantages et les désavantages. On a un guide québécois-suisse qui vit là-bas depuis une douzaine d'années, qui est marié avec une japonaise, donc c'est lui qui va nous guider, qui parle la langue. Et puis, on va voir un peu tous les aspects, mais c'est un voyage où on va vraiment bien marcher. Donc, évidemment, le côté culturel est important, mais on va aller se promener dans l'endroit le plus spectaculaire au niveau des montagnes, les Alpes japonaises. Alors, il n'y a pas de Dolce Vita, on va manger très, très bien, vous devinez, mais on fait quand même des treks solides et on va dormir dans des refuges de montagne des fois qui font en sorte qu'on ne peut pas le classer, entre guillemets, comme Dolce Vita. Mais voilà, ça vaut la peine d'y aller. J'étire encore un peu la sauce. Et je vous dis, à un moment donné, je guide beaucoup en moi et puis et c'est mon grand plaisir quand j'arrête de parler du Népal, de parler du Pérou. Et des fois, j'avais des gens avec qui j'avais beaucoup de plaisir. Puis je me disais, mais vous devriez aller voir telle affaire. Puis les gens me disaient, ah non, mais moi, le camping, non, et tout. Et je ne peux pas m'empêcher de trouver ça dommage parce que si vos seuls critères, et je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire un voyage en Crète, en Espagne, dans les Pays Basques, les hébergements sont très, très charmants, puis j'aime ça, mais je sais aussi que je ne peux pas, il y a des choses qui ne me sont pas accessibles si je me limite à des hébergements en dur. Donc, on a imaginé une formule plus confortable en camping où vous avez des grandes tentes et vous avez des gros matelas de sol, comme vous voyez ici. Ces matelas de sol-là, là, écoute, 300-400$ le matelas, c'est du duvet. C'est autogonflant, c'est du duvet. On fait tout pour vous. Vous avez des oreillers. Vous pouvez louer des bons sacs de couchage. Bien sûr, c'est moins confortable que l'auberge en Espagne, mais ça vous permet de faire des choses. On a même des douches portables. Vous avez de l'eau chaude le soir. Et si vous faites ça, bien, ça vous permet de rêver au plus beau désert. Alors, vous pouvez faire des voyages comme le Dra au Maroc, par exemple, et vous pouvez aussi voir, évidemment, les plus belles montagnes du monde, l'Himalaya. Donc, je pense, par exemple, au pays Sherpa. Puis là, je ne vous parle pas de trek beaucoup plus engagés. Il y a une conférence la semaine prochaine sur les treks soutenus, donc où il y a quand même beaucoup de camping, mais je me dis que ça vaut quand même la peine que vous vous disiez « Ah non, moi, camping, ben peut-être que oui, ça vaut peut-être la peine d'essayer. » C'est pour ça que appelez-nous. C'est la dernière image. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions, Ophélie? C'est peut-être plus toi qui suis le fil, des choses auxquelles je peux répondre à tout le monde? Non, je pense que ça a été pas mal répondu là dans le chat. Je regarde OK. rapidement. Là, il y a une question pour le Maroc, mais je viens d'y répondre. OK. Il y avait quelqu'un tantôt qui demandait quelle est la première expérience et tout. En fait, c'est important de comprendre qu'on a beaucoup de renseignements sur le site Internet, mais vous ne pouvez pas vous écrire sur Internet. Donc, vous ne pouvez pas, après la soirée, dire « Ah, ça me tente d'aller là, je m'en vais, mon numéro de carte de crédit. » Non, vous êtes obligé de nous appeler et c'est volontaire. On veut parler aux gens. On veut s'assurer que vous choisissez les bons voyages. C'est des petits groupes. Donc, la chimie est importante. Fait appelez-nous, ça nous fait plaisir. Puis, on n'a pas un chronomètre, là, 5 minutes, vous parlez plus que ça. S'il faut vous parler 45 minutes, ça nous fait plaisir. Donc, voilà pour ça. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Avez-vous des choses à ajouter, Ophélie, Julie? Oui, juste Jean-François qui demande pour la conférence des treks soutenus qui est le 8 mars. Vous allez sur le site internet, onglet conférence, vous allez avoir le lien pour vous inscrire. Et voyage en liberté, minimum 2 personnes. Grèce au-delà des montagnes, je pense que si je réponds à la place d'Ophélie, si le groupe est complet pour juin, vous allez pouvoir lui demander de rajouter une date pour l'automne. Voilà, c'est bon pour les questions. Ça marche. Merci d'avoir été là. Bonne fin de soirée. Puis en espérant vous voir
sur les plus beaux sentiers du monde, à partager cette beauté-là qu'il faut protéger. Alors, à bientôt.